Bonjour à tous. Bonjour Steve Mayel. Bonjour Fomokon. Je commence par toi, bien évidemment. Tu es à ma droite. Tu es expert en environnement. Et Steve Mayel, que je connais beaucoup plus sur la casquette de grand pasteur, qui est expert en écothéologie. C'est quoi l'écothéologie pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit exactement? Ok, merci déjà pour la question. Dans l'écothéologie, nous avons deux expressions. Nous avons l'écologie, nous avons la théologie. Et quand on parle d'écologie, on a deux expressions, oikos et logos, qui veut dire maison et discours, dans le discours sur la maison ou sur l'environnement. Et à côté de théologie, on a théos, qui est Dieu, et logos, le discours. Ça veut dire qu'on parle de Dieu et on parle de l'environnement. Donc, quel est le discours que la théologie, quel est le discours, quelle est la pensée de Dieu sur la conservation, la protection de l'environnement? Comment est-ce qu'à partir de notre foi, nous pouvons contribuer à protéger l'environnement? C'est ça l'écothéologie. Merci. Alors, M. Fomokon, vous êtes expert en environnement. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est M. Fomokon? Que fait-il exactement? Fami Fomokon est un jeune expert en socio-écologie de l'environnement, socio-économie de l'environnement. Je suis directeur du programme au CERAD, au Centre de recherche et d'action pour le développement durable. Au quotidien, nous menons des activités qui contribuent à réduire l'empreinte écologique des populations sur l'environnement de manière générale. Nous menons aussi des recherches dans l'optique d'améliorer nos qualités de vie. Si je comprends bien, dans votre logique, vous pensez que pour lutter au jour d'aujourd'hui contre ce vaste changement climatique, on a forcément besoin des moyens financiers. De l'autre côté, on a le pasteur Steve Mayel, parce que j'aime bien l'appeler ainsi, le pasteur Steve Mayel, qui d'un côté nous présente Dieu et l'environnement. Et si je ne me trompe pas, Dieu n'est pas un Dieu matérialiste. Est-ce que, M. Fomokon, vous pouvez vous appuyer sur vos dires? Est-ce que vous pouvez vous justifier sur le fait que pour lutter contre les changements climatiques, on a nécessairement besoin des finances? Oui, et là je répondrai même de manière péremptoire. Pour lutter contre les changements climatiques, il faut absolument de l'argent. Parce que changement climatique et économie vont de pair. C'est une pure logique financière. À mon sens, lutter contre les changements climatiques nécessite absolument de l'argent. Si vous vous souvenez, en 2006, Nicolas Stern publiait le tout premier rapport qui avait quasiment les résultats universels et qui estimait que nous avions besoin de presque 1,5% du PIB mondial pour lutter contre les changements climatiques. Sinon, d'ici 2050, nous aurons besoin de plus de 10% du PIB mondial pour lutter contre les changements climatiques. Alors, nous connaissons les changements climatiques aujourd'hui tout simplement parce que la société occidentale, la grande société de consommation, avait couru très vite vers les objectifs d'amélioration des conditions de vie et avait carrément oublié l'aspect écologique. Mais alors, vous ne convenez pas que dans ce cas, il s'agit d'abord d'un problème de mentalité qu'il faut travailler en amont avant de mettre les finances? Je suis d'accord qu'il faut éduquer. Nous sommes tous unanimes là-dessus. Il faut éduquer les populations. Mais si vous finissez d'éduquer les populations, ils sont déjà conscients de ce que c'est que les changements climatiques et qu'ils sont d'accord qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce que vous leur proposez pour lutter contre les changements climatiques? Si ce n'est pas de l'argent. Si vous voulez, on peut venir avec des exemples pratiques. Alors, pasteur Steve, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de M. Fomokon évoquée ici? Je pense que déjà il faut partir de ce que c'est que les changements climatiques. Oui. Pour comprendre que les changements climatiques, c'est la variation du climat d'origine anthropique. Effectivement. Ça veut dire que c'est l'homme. Parce qu'il faut se le dire que dans le temps, il y a toujours eu variation du climat, de par les mouvements de rotation et de révolution de la Terre. Mais par les phénomènes de homéostasie, la Terre parvenait à réguler elle-même son climat. Donc, si les changements climatiques sont d'origine anthropique, c'est-à-dire de l'homme, ça veut dire que pour venir à bout des changements climatiques, il faut influencer sur l'homme. Il faut influencer sur le comportement de l'homme. Effectivement. Et donc, le développement d'un comportement ne nécessite pas forcément des besoins ou des moyens financiers. Je m'explique. Chez moi, par exemple, on ne consomme pas le couscous dans la feuille plastique. Ça, c'est une interdiction. C'est économique, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'argent. Ma femme trouve des feuilles au champ, nous en avons. Et donc, elle n'a pas besoin de moyens financiers à ce niveau-là pour lutter contre le changement climatique. Ça veut dire qu'on va à la source, à la base, parce que la pollution plastique est l'une des sources, n'est-ce pas, des causes des changements climatiques. Or, je n'ai pas besoin
de lui donner de l'argent ou alors de déployer des moyens financiers pour qu'elle adopte ce comportement d'utilisation. Pasteur, tu viens de soulever un petit exemple. Alors, M. Fumokon, est-ce que vous pouvez nous donner aussi un exemple très palpable? Un contre-exemple très pratique. Très palpable. De plus en plus, on interdit aux populations riveraines des zones forestières de couper du bois. D'accord? Effectivement. Mais vous oubliez carrément que tout être humain, par essence, a besoin d'améliorer ses conditions de vie au quotidien. Quand vous interdisez à ceux qui vivent du bois de couper du bois, de quoi vont-ils vivre demain si vous n'apportez pas les moyens financiers pour pallier, comme palliatif à la coupure du bois? Je pense que même au niveau de la coupure du bois, il y a des moyens qui ne nécessitent pas de l'argent pour compenser, n'est-ce pas, les activités de ces cultivateurs. Par exemple, nous pouvons arriver dans une zone et développer plutôt d'autres activités génératrices de revenus qui ne nécessitent pas forcément un gros ou alors même un minimum financement. Je vais prendre un exemple pour ça. Les pygmées dans la forêt équatoriale, ce sont des personnes qui vivent de la forêt, qui vivent des services écosystémiques de la forêt. Et donc, c'est vrai qu'en ne coupant pas ces arbres, on freine un petit peu le développement sur le plan social, économique et tout de la nation. Mais également, on peut développer des activités parallèles. Vous pouvez prendre quelqu'un qui s'investit dans la coupe d'arbres, un trafiquant de bois par exemple, et vous l'initiez, je dirais, à la production du charbon écologique. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, comment dire, c'est une autre activité génératrice de revenus, c'est-à-dire avec laquelle il va vivre sans toutefois détruire la forêt. Parlant du charbon économique, c'est un très bon point qu'il a évoqué. En tant qu'expert environnemental, que pensez-vous du charbon économique? Parce que vous préconisez plutôt un financement lié au changement climatique. Or, l'autre côté, Steve Mayel donne des solutions très pratiques, très basiques, qui ne nécessitent pas forcément de l'argent. Oui. Très personnellement, le charbon écologique je peux dire, c'est la manne de nos jours qui peut véritablement apporter un palliatif à la lutte contre les changements climatiques. Parce que c'est une activité génératrice de revenus. Vous voyez qu'on revient toujours aux histoires d'argent. Parce que pour moi, lutter contre les changements climatiques, c'est l'argent. En fait, je suis péremptoire là-dessus. Par exemple, le charbon écologique, vous en revenez au fait, c'est un palliatif moderne, actuel, que nous devions capitaliser. Oui. Encore que pour mener les activités de production du charbon écologique, il faut l'industrialiser. Parce que si nous continuons à produire de manière artisanale, la preuve, si vous allez dans les grandes surfaces aujourd'hui que vous demandez du charbon écologique, vous n'en trouverez pas. C'est quand il y a pénurie de gaz, il y a moins de 2 semaines au Cameroun, que tout le monde a commencé à penser au charbon écologique. Et malgré ça, tout le monde ne pouvait pas avoir accès au charbon écologique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas produit de manière industrielle. Pour l'industrialiser, il faut encore l'argent pour construire les usines. Alors, on va sortir de ce petit tête-à-tête avec une simple question. Je suppose qu'en tant que jeune, en tant que leader, que vous êtes dans vos associations respectives, vous avez le devoir de porter de par vous vos voix au niveau de la COP. Et on sait que nous préparons la COP 27, c'est la COP Biodiversité 15 en Égypte. Si jamais vous devez y aller, quel est le message que vous voulez porter à l'endroit des institutions? D'abord, M. Fumokon. Oui, à l'endroit des institutions, doubler l'effort mondial. Ça, je reste encore sur ma fin. Doubler l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Quand vous parlez de doubler l'effort mondial, donnez aussi des propositions pour qu'on puisse aller dans ce même sens. Il ne suffit pas de dire qu'il faut doubler parce que tout le monde en redemande. Doubler, doubler et redoubler. Mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce que, bon, solution simple. Commencez d'abord par l'éducation, l'information et la formation des jeunes, des populations locales sur ce que c'est que les métiers de l'environnement. Très souvent, on a tendance à dire aux gens, protéger l'environnement sans qu'ils ne comprennent véritablement ce que c'est que l'environnement. On a fait au changement climatique, vraiment, luttons contre les changements climatiques. Non, vous ne pouvez pas dire ça, je vais un peu vous couper, parce que quand on dit protéger l'environnement, nous savons, nous tous à l'école, qu'on a fait le bien bas. On commençait par dire protéger l'environnement, l'environnement est un centre d'intérêt. On est en train de finir. Oui. Éduquer les populations à la base sur les enjeux même de la protection de l'environnement. Montrer aux populations qu'en protégeant l'environnement, on gagne davantage qu'on ne le perd. Merci M. Fumokon. Si Mayon clôture avec vous, vous êtes invité à la COP. Quel message voulez-vous porter à l'endroit des institutions?
Bien, mon message à l'endroit de l'institution va en direction de la question des pertes et dommages, qui certainement sera abordée pendant la COP 27. Merci. Déjà qui a fait blocage à la COP 26, parce que les États, tels que les États-Unis et la France, peuvent mettre en place un financement approprié et adéquat, spécifiquement pour la question des pertes et dommages, va faire révéler, n'est-ce pas, leur responsabilité historique. Et je pense que le Danemark a donné le là, en mettant 150 millions de dollars pour les pertes et dommages. Et mon vœu, c'est que les délégués à la COP 27 adoptent effectivement une décision qui va obliger les États les plus pollueurs à mettre en place un fonds de financement des pertes et dommages pour pouvoir soutenir ces personnes qui sont victimes des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations et consorts, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur plantation. Et ceci peut être implémenté par exemple par l'annulation des dettes des pays, n'est-ce pas, qui sont victimes. Je vous remercie d'avoir pris part à ce débat et au prochain plaisir partagé.